C'est Sparkin et bienvenue au Balado Boxe Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Jean-Pascal dans la tourmente, retour progressif de la boxe au Québec et un 14 août qui s'annonce explosif. Et c'est avec bonheur que je retrouve Monsieur Adrien Meur. Salut Francis, comment ça va? Ça va très bien, content de te retrouver, content également de retrouver tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter après une petite trêve olympique, les vacances. Ouais, On a enfin la chance là, de recommencer à discuter boxe, surtout là, que il y a beaucoup d'événements intéressants au programme. Pendant ouais. notre absence, ben, c'est passé quelque chose d'un peu particulier là, sur la scène québécoise. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais le 28 mai dernier, Adrien, mais c'était un petit vendredi soir tranquille, hein, probablement que les gens Ouais. relaxaient. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais. Puis, à 21h04, la bombe est lancée sur les réseaux sociaux par Badou Jack. Mon téléphone s'est mis à vibrer de toutes parts. Je recevais toutes sortes de messages pour m'informer de la situation. Il annonce sur Twitter et d'autres plateformes que Jean-Pascal a échoué à un test antidopage et que leur combat est annulé. Là, rapidement, les journalistes aux États-Unis s'emparent de l'affaire. Je pense notamment à Kevin Aiole de Yahoo Sports ou encore Mike Coppinger qui est passé dans notre grande famille chez ESPN au cours des dernières semaines, qui nomme les substances épitrambolone, dostranolone et dostranolone métabolite. Là, je dois t'avouer, je ne suis pas nécessairement, comme beaucoup de gens, familier avec ces termes-là. Rapidement, on va sur Internet vérifier les choses et on remarque une constante, ben, il y a des stéroïdes parmi la Mmh. liste de produits interdits. Et là, il y a des gens qui connaissent un peu plus cette mécanique-là, qui disent, ben, c'est pas un accident, c'est des substances qui s'injectent. Mmh. Ça prend, je te dirais, une journée. Le lendemain midi, Jean-Pascal réagit. Il va par voie de communiqué. Je tiens à dire à tous mes fans qu'il s'agit d'un incident isolé. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour le prouver. Après avoir pris connaissance des résultats, mon préparateur physique, qui d'ailleurs n'a jamais été nommé et qui ne serait pas Angel Heredia, a été congédié sur le champ hier soir. Si je dois payer pour effectuer des tests aléatoires VADA les plus sophistiqués destinés aux boxeurs sur une période de 365 jours, je le ferai. Je sais fort bien que cette situation entache mon nom, peu importe ce que je pourrais dire. Donc, on est rendu le 29 mai à ce moment-là. Ça va jusqu'au 3 juin. Et là, il y a une autre tuile qui s'abat sur le dossier. On parle d'une autre substance qui a été découverte et ça serait de l'EPO. Substance qui a été rendue très célèbre dans le monde du cyclisme avec, on se rappelle, là, dans la fin des années 1990, ça avait commencé avec le scandale Festina, mais ensuite, ça a été aussi Lance Armstrong qui a été piégé et tous ces titres au Tour de France ont été annulés. Et sur la scène locale, on se rappelle également de Geneviève Janson. Et le Mmh. 24 juin, alors que les gens sont festifs un peu beaucoup, et là, Dan Raphaël nous apprend sur les réseaux sociaux qu'il y a un autre test qui a été échoué. Donc, on présume l'échantillon B ou d'autres choses, mais bref, euh, encore une fois, là, le dossier est de plus en plus implacable. Le lendemain, Jean-Pascal publie, pas le lendemain, plutôt, on se transporte au 9 juillet. Il est suspendu 6 mois par la WBA et perd son titre régulier demi-lourd qu'il détenait là, depuis sa victoire contre Marcus Brown. Ça, c'était je dirais un moment charnière dans ce dossier-là parce que c'est la première fois que c'était pas des informations provenant de journalistes. Là, la WBA, c'est un organisme de sanction officiel, suspend le champion pour avoir échoué un test antidopage. Donc là, c'est plus juste des oui-dire. Il y a une organisation qui est derrière ça. Et le lendemain, par voie de communiqué, Jean-Pascal réitère qu'il n'a pas pris de substance illégale, mais il concède qu'à la fin de la journée, je suis responsable de ce que je consomme, je prends le blâme pour tout ce qui est arrivé, ça n'arrivera plus jamais. Quelques jours passent, le 19 juillet, il annonce que Stéphane Larouche n'est plus son entraîneur, considère qu'il a été un des meilleurs entraîneurs avec lesquels il a travaillé. Et quelques jours plus tard, finalement, les dernières nouvelles qu'on a à ce sujet de ce dossier-là, ben, c'est le 22 juillet. Il annonce qu'Orlando Cuellar est son nouvel entraîneur. Cuellar, ben, on le connaît pour avoir travaillé notamment avec Glenn Johnson, qui a été champion du monde et qui avait notamment déjà affronté Lucian Boutet. On se souvient, ça fait Mmh. déjà près de 10 ans au Colisée Pepsi en novembre 2011, la dernière grande victoire de Lucian Boutet sur la scène internationale. Je te dirais, Adrien, quand la nouvelle est tombée, là, on s'en est tenu au fait pour le début, là, vraiment rappeler ce qui s'était produit. On a, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir être indulgent parce que Jean-Pascal, c'est un boxeur d'ici. C'est quelqu'un qui avait toujours milité pour un sport propre. On se souvient de ses interventions contre Bernard Hopkins.
avait mis beaucoup de pression parce qu'Hopkins avait des soupçons de dopage, refusait de faire les tests. Il avait mis beaucoup, on se rappelle, son fameux Are you willing to take the test? Ouais, ça a mal Et vieilli ça. là, en plus de ça, Jean-Pascal, il y avait comme une super histoire de rédemption, hein, le champion un peu mal aimé, qui avait enfin un peu beaucoup gagné le cœur de tous les amateurs québécois parce qu'il était parvenu à redevenir, contre toute attente, champion du monde. On avait même fait un grand dossier sur l'histoire des meilleurs boxeurs du 21e siècle à RDS et il avait été choisi par les experts à qui on avait demandé comme étant le meilleur boxeur québécois pendant cette période-là, au cours des 20 dernières années. Et là, ben, son dossier, là, c'est une tâche qui est épouvantable. Il y a beaucoup de gens là, qui étaient sympathiques à sa cause qui l'ont tout simplement décidé de décrocher. Ouais, je pense que c'est ça qui fait le plus mal, c'est que ça jette le doute sur tout le reste de sa carrière et tu vois, on a toujours été, critique au compte de 8 envers les boxeurs qui se faisaient prendre pour dopage. Moi, je me moquais de Jarrell Miller qui avait le record avec, 3 substances interdites sur un seul test antidopage et ben là, son record, c'est Jean-Pascal qui l'a battu malheureusement avec 4. C'est ce qui est particulièrement décevant, c'est que tu l'as dit, il se faisait le chantre de la lutte antidopage d'un sport propre et il était très, très insistant là-dessus et le fait que ça soit lui maintenant qui rate un test antidopage, ça la fout mal, quoi. Ça la fout mal et c'est maintenant on va avoir un doute sur tout le reste de ses victoires parce que même si c'était peut-être que c'est la première fois qu'il se dopait, on ne sait pas. Mais les gens vont toujours avoir un doute sur ses victoires précédentes, sur, ses grands combats, qu'il a gagnés, sur ses grandes victoires. Et ben, est-ce qu'il n'était pas dopé à ce moment-là aussi? Est-ce que c'est juste qu'il s'est pas fait prendre à ce moment-là? Donc c'est terrible parce que c'est un moment où il avait déjà fait, il a déjà fait sa carrière, si tu veux. Il a déjà réussi tout ce qu'il avait à réussir. Ces années qu'il a maintenant, c'était juste du bonus et c'était pour, embellir un petit peu quelque chose qui était une carrière qui était déjà belle et au contraire, il la tire vers le bas et maintenant toute sa legacy est un petit peu gâchée à cause de ça, si tu veux. Donc, ça fait mal au cœur parce que c'était quelqu'un qu'on voyait comme un boxeur qui était intègre, qui était un gros, gros travailleur. Et ben, finalement, il y a cette grosse tâche et avec le nombre de produits et avec la manière dont ces produits-là sont mis dans le corps, c'est par intraveineuse, c'est c'est difficile de dire que c'est un accident, là. C'est pas, faut vraiment avoir, beaucoup de volonté et faut vouloir l'excuser pour croire que c'est pas, que c'est pas quelque chose de volontaire, donc c'est aussi ça qui fait mal au cœur et ben, écoute, tu l'as dit, on le plaçait comme le meilleur boxeur de l'histoire du Québec ou du moins dans la période moderne et ben, peut-être que cette place-là aussi, elle va être remise en doute parce qu'il y a ce contrôle, antidopage positif et quelque chose qui me chicote beaucoup, c'est que, ben, on a dit que finalement, c'était peut-être pas Angel Heredia. Au début, c'était le nom qui était sorti, Heredia et c'était aussi le préparateur physique Heredia de Boutet quand il a été, contrôlé positif et c'était là encore contre Badou Jack, le pauvre Badou Jack. On dirait que ses adversaires sont sont tous chargés contre lui. Mais, si c'était c il y a encore un petit doute sur qui était son préparateur physique parce que ça a pas été clairement énoncé et il a travaillé avec Angel Heredia. Est-ce que c'était quelqu'un d'autre sur ce combat-là? On sait pas trop. Mais pourquoi est-ce que ce genre de charlatan est encore, autorisé à travailler avec des boxeurs? Ça me rappelle un petit peu, tu parlais des affaires, cyclistes. Ça me rappelle le docteur Fuentes en Espagne, le docteur, Ferrari en Italie. Qui avait travaillé avec Festina, avec, Lance Armstrong, avec tous ces coureurs qui ont été dopés et qui étaient ensuite autorisés à continuer pendant des années et des années. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont pas bannis du sport? Pourquoi est-ce qu'on les empêche pas de travailler avec des sportifs, heu, en sachant qu'ils leur donnent des produits dopants, qu'ils leur donnent une méthodologie pour pas se faire prendre, qu'ils les aident à tricher, quoi. Donc, c'est
je comprends pas pourquoi ce genre de personne-là est encore autorisé à graviter autour du monde du sport. Un préparateur physique comme Heredia, ça fait plusieurs fois que ces boxeurs sont pris pour dopage, donc ils devraient être bannis. Ça me chicote aussi. On peut jeter le blâme bien sûr sur le boxeur parce que c'est lui en bout de ligne qui est responsable, mais on peut aussi empêcher un petit peu ce genre de comportement en mettant de côté ceux qui fournissent. C'est un petit peu comme, quand tu as dans le trafic de drogue. Oui, tu peux arrêter le gars qui a de la drogue dans sa poche, mais le plus intéressant, c'est d'arrêter le dealer, le vendeur qui lui fournit tout ça. Donc, là, dans le monde de la boxe, on arrête le «consommateur» entre guillemets, mais on n'arrête pas le dealer. On le laisse, en liberté et on le laisse aller travailler avec d'autres personnes. Ça c'est quelque chose qui doit être corrigé dans le sport en général, mais particulièrement dans le monde de la boxe à mon avis. Le Et particulier, je dois c'est Jean-Pascal ajouter a toujours ouais. pas réagi hein, de manière officielle, autrement que par voie de communiqué. Des fois, il y a eu des petites Mmh mh. interactions sur les réseaux sociaux, mais plus pour notamment s'en prendre, si ma mémoire ne me trompe pas, Dan Raphaël a eu des interactions avec pour corriger des trucs, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'entrevue. Il y a une biographie qui est en préparation. Peut-être qu'on va l'apprendre en faisant la lecture du livre, qui Mmh. sait. Mais je t'avouerai que il y a toujours une certaine part qu'on aimerait avoir sa version de l'histoire, savoir ce qui s'est passé. Ouais. Son entraîneur, Stéphane Larouche, a accordé des entrevues à la suite de l'annonce de la séparation. Et d'un autre côté, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ben c'est impossible qu'ils ne puissent pas savoir ce qui s'était passé, qu'ils étaient parfaitement au courant. Mais d'un autre côté, moi, j'ai eu la chance d'assister au combat contre Dimitri Bivol à Atlantic City et j'ai l'impression qu'il y avait une relation de travail très, très cordiale entre les deux, puis on avait un objectif de surpasser, puis de gagner des combats d'importance. Puis on peut dire que d'une certaine manière, comme tu l'as mentionné précédemment, il y a toujours un doute qui va subsister, mais on ne peut pas nier un certain effet Stéphane Larouche. Même dans Mmh mh. quelques jours avant que l'annonce tombe, j'avais participé à une conférence téléphonique avec, ou plutôt une visio qu'on dit maintenant en cette ère, avec Jean Pascal, puis expliquer à quel point il avait aidé notamment à se stabiliser et à lancer des coups de poing qui étaient plus puissants, à être moins peut-être en déséquilibre. Tu sais, c'est des trucs aussi qu'Adonis Stevenson avait expliqué pendant sa carrière. Tu sais, souvent, c'est des trucs énormes de. C'est la base de la boxe. On sentait que Stéphane Larouche avait beaucoup travaillé sur cet aspect. Et pour revenir au point que je voulais aborder, je suis pas que Stéphane Larouche soit pas au courant, j'ai pas de difficulté à le croire parce que quand j'étais à Atlantic City, on sentait pas qu'il y avait nécessairement une énorme communion entre les deux. Quand il y avait des rencontres avec les journalistes, ça n'arrivait pas nécessairement en même temps. On sait que Stéphane Larouche fait équipe avec son beau-frère Pierre Bouchard. Donc, si un des deux avait un problème, on dit OK, là, c'est impossible qu'il soit pas au courant, mais on n'a jamais senti nécessairement une communauté. Puis ça arrive, hein, des gens, on peut être collègues de travail, très bien s'entendre et pas nécessairement avoir une relation fusionnelle à l'extérieur de ce milieu-là, puis c'est tout à fait correct. Mmh mh. Et dans ce sens-là, je pense pas que ces deux-là étaient extrêmement proches au niveau personnel. Donc, que Stéphane Larouche soit pas au courant, qu'il faisait ses choses de son côté, je suis pas surpris. Tu sais, il y a Ken Clavel aussi qui s'était présenté au camp d'entraînement à Porto Rico. Donc, il y avait plusieurs choses à travailler. On sait que Stéphane Larouche, c'est un mordu de ce sport-là. Il est toujours en train de regarder des combats, toujours chercher à améliorer, parfaire ses connaissances. Donc, c'est un dossier qui est extrêmement délicat. Puis à ce jour, ben, c'est ça. Jean-Pascal n'a toujours pas réagi, autrement que des bribes d'informations ici et là. Puis, tu sais, la grande question, c'est avec une activité. On va en parler un peu plus tard parce que Manny Pacquiao va se battre dans 2 semaines, oui, le 21 août. Euh, donc, revenir comme ça au sommet dans des combats d'importance après une si longue absence, ça va être difficile parce que je suis pas mal convaincu que Jean-Pascal ne veut pas revenir pour un combat contre Ahmed El Biali, par exemple. On va vouloir des combats d'importance, mais qui va vouloir lui faire confiance? Est-ce qu'un promoteur qui va se dire, ben, c'est pas vrai que je vais me lancer dans des dépenses pour de la promotion d'un événement quand tout ça peut tomber au dernier instant? Comme là, c'était une demi-finale d'un événement à la carte, mais reste que c'était un peu le vrai combat de boxe, entre guillemets, autour duquel est articulée la promotion. Donc, il y a beaucoup de questions qui demeurent en suspens. On n'a malheureusement pas les réponses, mais ça va être une énorme pente à remonter si jamais il décide de le faire.
Oui, et là-dessus, bah, 2 choses déjà, le fait que Stéphane Larouche soit pas au courant, ça aussi, moi, j'ai pas de mal à le croire parce qu'un entraîneur est pas, constamment aux côtés de son boxeur. C'est une équipe. Tu as l'entraîneur, mais tu as le préparateur physique et tu en as d'autres. Tu as tous ceux qui sont en massothérapie et cetera. Donc ton entraîneur, il est pas, constamment à tes côtés en train de surveiller ce que tu fais. Il est là pour ton entraînement qui est quotidien, souvent plusieurs fois par jour, mais entre-temps, il est pas à côté de toi à regarder, il a autre chose à faire. Donc il doit faire confiance au reste de l'équipe et quand, Jean est avec son préparateur physique et ben, c'est le préparateur physique qui s'en occupe, c'est pas Stéphane Larouche. Donc c'est pas un il est pas tout le temps à côté de toi à surveiller ce que tu fais, et c'est souvent quand il y a des affaires de dopage avec les boxeurs, ça a un rapport avec le préparateur physique qui est celui heu qui est le garant de la «performance athlétique» entre guillemets, alors que l'entraîneur est plus le garant de la performance, technique. Hem et pour revenir sur le fait qu'il va avoir du mal à décrocher des gros combats, je compare ça, j'ai parlé tout à l'heure de Big Baby, Jarrell Miller. La suspension a été la même d'ailleurs, c'est une suspension de 6 mois et c'est pas cher payé, pour le nombre de contrôles de substances qui a été trouvé. Par contre, comme Jarrell Miller, il va avoir du mal, comme tu l'as dit, à retrouver des adversaires parce que déjà, il a disparu des classements, donc il est plus forcément intéressant pour se rapprocher d'un titre mondial et les gens ne lui feront plus confiance, que ce soit les boxeurs qui veulent pas se battre contre un gars qui était pris pour dopage et les promoteurs pour les raisons que tu as expliquées. Mais je trouve que 6 mois, il s'en sort quand même bien. Il y a eu des suspensions plus longues. Tony Yoka, c'était 1 an alors que c'est défaut de localisation. Il n'a pas échoué un test antidopage. C'est quand même suspect, mais il n'a pas été pris la main dans le sac, c'était 1 an. Dans l'UFC, TJ Dillashaw qui a été pris pour de l'EPO, ça a été une suspension de 2 ans. 6 mois, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et il s'en sort quand même bien, de ce côté-là parce que si ça avait été une suspension comme celle de Dillashaw, 2 ans, à son âge, c'était peut-être la fin de sa carrière. Adrien, la boxe reprend tranquillement son cours normal sur la scène locale. Ça a été un départ quand même assez tranquille. Il y a eu des galas organisés par Eye of the Tiger au Mexique. Du côté de Groupe Yvon Michel, ben, là, on a un événement qui va être présenté au Stade IGA le 28 août. Euh, pour revenir à Eye of the Tiger, il y a eu un gala qui a été présenté à Shawinigan le 16 juillet qui mettait en vedette Yves Ulysse Fils, qui était de retour, lui, à la compétition Ouais, après une pause médiatique. Il n'a pas accordé nécessairement beaucoup d'entrevues à part celle qu'il a accordée à votre humble serviteur sur RDS pour expliquer ben, qu'il était en paix hein, avec sa décision. Et il n'y avait pas de honte à le dire. Il est allé chercher de l'aide. Il est prêt à tourner la page. Puis, on l'a vu, une performance assez étincelante contre ouais, David Théroux, qui précédait son autre grand combat contre Mathieu Germain. On voit que Evulis a eu un faux pas aux États-Unis dans un combat qui était important sur DAZN, mais c'est pas un boxeur de scène locale comme certaines personnes voudraient nous le faire croire. C'est un athlète qui est exceptionnel, qui est dédié et qui, dans le fond, on veut savoir c'est quoi le prochain défi pour lui. Puis, est-ce que ça va être un combat pour une position avantageuse dans le classement d'une association? Et on voit que semble pertinemment prêt à repartir la machine, à brasser un peu les cartes. C'est associé maintenant à Giuseppe Moffa, qui est le fils de Mike Moffa. Ivulis m'expliquait que dans le fond, lui est toujours à la recherche de gens qui veulent s'améliorer, essayer de nouvelles choses, ne veut pas stagner. C'est tout à fait normal. En tout cas, visiblement, on n'a pas stagné avec Giuseppe oui, Moffa, puisqu'on a vraiment senti un boxeur qui était en pleine possession de ses moyens. Donc, suite qui s'annonce, oui. on a hâte de voir la suite là, pour lui. Oui et ça fait du bien déjà de voir le retour de la boxe au Québec et le retour de Divulis, en pleine forme et en santé et oui, c'était une performance impeccable contre David Théroux. Il a montré qu'il était nettement au-dessus et qu'il était prêt, comme tu l'as dit, pour le niveau mondial. On sait que c'était son potentiel est à ce niveau-là, au niveau mondial, et s'il peut mettre tous les éléments dans la préparation, dans la confiance et cetera pour atteindre son potentiel, il peut aller loin et c'est tout ce qu'on lui souhaite parce que c'est une personne très agréable
et on peut que lui souhaiter du bien. Il revient sur le bon chemin et à mon avis, là, le train est lancé et ben, on va voir la prochaine étape, mais j'ai hâte de voir la suite. On a vu à quel point c'est difficile, Adrien, d'organiser des combats en temps de pandémie. J'évoquais les galas organisés par Eye of the Tiger au Mexique. Ça n'a pas été de grandes confrontations. On l'a vu notamment avec Arslanbek Mamoudov, qui, bon, on Mmh. connaît son niveau. On sait à quel point c'est un boxeur qui est bon, qui a du talent. On peut concéder le fait là, qu'il est encore en apprentissage et tout, mais là, le combat contre Pavel So, on ne peut pas dire autrement que c'est une farce. Ça a duré 37 secondes, mais je dois t'avouer, je n'étais pas particulièrement surpris là, par l'issue de ce combat-là, puisqu'on avait déjà vu ça sur ESPN. On savait à quoi s'attendre. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Même chose pour David Lemieux, qui a disposé là, de son adversaire David Zegara par arrêt de l'arbitre au deuxième round. Ça a été des combats extrêmement expéditifs. Ça, on comprend là, que le bassin d'adversaires est limité. Puis on le voit là, notamment avec l'adversaire de Kim Clavel. On nous a dit, quand il y a eu l'annonce officielle, bon, c'était une autre la veille. Là, maintenant, c'est elle, mais ça se peut très, très fort que ça change. Et effectivement, ça a changé. Parce que, bon, c'est normal, la santé publique impose des restrictions. On veut des gens qui sont vaccinés, puis on a la chance, ici au Québec, au Canada, de vivre dans un endroit où on a, ceux qui le veulent, accès au vaccin. Euh, c'est peut-être moins le cas dans d'autres pays, puis on le voit au Mexique, ça semble être particulièrement compliqué, hein, c'est ce qu'on nous a dit en conférence de presse. Donc, mais vivement un certain retour à la normale, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un désintérêt là, par rapport à la chose. Puis, tu sais, c'est pas pour rien non plus on a vu des confrontations à saveur locale entre des boxeurs, par exemple, bon, de l'Alberta, Québec. On a vu que Mmh. ça a suscité un certain engouement, puis on voit que ben, c'est pas du tout des confrontations qui sont gagnées d'avance, hein. Il y a des boxeurs qui se sont fait surprendre. Je pense notamment à Raphaël Courchaine là, qui a été battu par un boxeur albertain. Donc, c'est le genre de confrontation qu'on veut, mais en même temps, le bassin n'est pas non plus illimité. Puis si on va à l'autre opposé, ben, on n'a pas nécessairement de grands boxeurs de qualité. Donc, j'ose espérer là, qu'on va avoir quelque chose de pertinent à se mettre sous la dent prochainement. Oui, mais avec le retour là du public dans les arénas, je pense que ça va être déjà un peu plus, intéressant au niveau des adversaires parce que ça faisait une entrée d'argent en moins. Il faut toujours penser que c'est garder en arrière de la tête que c'est un business et que, et ben, ces boxeurs-là, quand tu les fais venir, il faut déjà leur payer la bourse, il faut souvent, les aider aussi pour le voyage ou l'hébergement. Donc c'est des coûts et si tu as pas de rentrée d'argent avec un public sur place et ben, c'est des coûts qu'il faut défrayer de ta poche donc tu peux pas en temps de pandémie, en plus, avec toutes les complications pour les voyages, tu peux pas faire des confrontations contre des boxeurs, particulièrement intéressants, à moins d'être un champion du monde ou un des plus grands aspirants, un des premiers aspirants à une ceinture. Heu, c'était très difficile d'avoir des combats compétitifs contre des adversaires de qualité donc il faut pas, en tenir rigueur aux promoteurs locaux parce que c'était vraiment pas une période facile, pour organiser des galas de qualité, des galas avec des adversaires, compétitifs. Je pense que ça va, reprendre là avec les restrictions qui sont, de moins en moins sévères, avec le retour du public dans les stades, donc plus d'entrées d'argent. On va recommencer à avoir un peu plus d'adversité pour nos boxeurs locaux et c'est ce dont ils ont besoin. Il faut pas oublier qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu dans la pandémie, c'était pas juste pour les promoteurs, c'était aussi pour les boxeurs parce qu'il y a eu des difficultés pour l'entraînement. Les gyms étaient fermés pendant longtemps, donc tu as pas ta préparation habituelle. Donc, d'avoir des adversaires un peu moins, costauds en face de toi, c'est pas plus mal, ça te garde actif, mais ça t'empêche aussi d'avoir des mauvaises surprises parce que tu es pas préparé aussi adéquatement que d'habitude. Il va y avoir une conférence d'Eye of the Tiger quelques heures après le moment où on enregistre. Et tout porte à croire que leur gala qui va être présenté au Centre Vidéotron au mois de septembre, mais ça va être un jeudi soir. Et ça, c'est un indice qu'il y a probablement un diffuseur américain qui est associé. On peut penser que ça pourrait être NBC
Sports Network là, via la série Ring City USA, sur laquelle Christian Mbili s'était battu. On avait pu voir l'affrontement sur Twitch. Donc, Mmh. ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que s'il y a des diffuseurs nord-américains qui sont impliqués comme NBC ou ESPN ou DAZN, ben, ça veut dire qu'il y a des rentrées d'argent et surtout, ben, on ne veut pas les faire valoir comme adversaires, donc on peut espérer là, des confrontations intéressantes. Adrien, avant de Mmh. passer au menu extrêmement intéressant qui nous attend au cours des prochaines semaines, un petit mot sur les Jeux olympiques de Tokyo. Le tournoi de boxe n'a Mmh. pas nécessairement été mis à l'avant-plan. C'est malheureusement un peu comme ça depuis quelques Jeux olympiques. Il y a moins d'intérêt pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, mais je pense que dans l'ensemble, les Jeux olympiques de Tokyo, ça n'a pas été un grand succès de code d'écoute. On l'a vu aux États-Unis, là, ça a été assez difficile, là, les comparaisons par rapport aux Jeux de Rio, mais c'est toujours moins évident quand les Jeux sont présentés sur un autre fuseau horaire complètement à l'envers de nous, là, comme ça a été le cas à Tokyo et comme ça va l'être à Pékin Mmh. pour les prochains Jeux d'hiver. Et dans l'ensemble, je ne sais pas si on peut parler de retour, puis je le mets en très grands guillemets des États-Unis du côté de la boxe masculine, parce il y a eu trois finales, bon, trois finales perdues, mais c'est toujours mieux que Mmh. les précédents Jeux où il y avait, si je ne me trompe pas, seulement Shakur Stevenson qui avait été médaillé d'argent dans un combat qui, je crois, avait gagné, mais bon, tout se Ouais, contre, discute. Roman Ramirez. Ouais. Puis, donc, on est toujours en attente d'un premier médaillé d'or depuis André Ward à Athènes, mais Ward, c'est un athlète exceptionnel. On l'a vu en boxe Ouais. professionnelle. Donc, et ce qui est intéressant, ben, c'est que dans quelques années, ben, c'est tous ces boxeurs-là qui ont participé au tournoi des Jeux olympiques de Tokyo. Ben, il y en a forcément certains qui vont être courtisés pour passer chez les professionnels. Donc, ça va être à surveiller. Et un petit mot là, sur du côté canadien, il y avait 5 représentants au total. Il faut dire qu'on a ajouté deux catégories en boxe féminine. Fait qu'au lieu d'avoir seulement Mmh. trois tournois, ben, on en avait 5. Donc, ça a permis à 4 représentantes d'y participer. Euh, Meilleur résultat, c'est Caroline Vert et Tamara Thibault qui, elles, se sont inclinées en quart de finale. Donc, étaient à une victoire près de s'assurer d'une médaille parce qu'on sait quand on perd en demi-finale, ben, on reçoit une médaille de bronze. Il y avait un représentant du côté masculin, c'était Wyatt Sanford. Et bon, on peut aussi souligner les parcours de Mandy Bugeaud, elle, ça a été vraiment une traversée du désert incroyable hein, pour Mmh. obtenir son billet pour les Jeux, ou encore Myriam Da Silva. Tu sais, je trouve que des fois, on a un rapport un peu particulier parce qu'on se lève le matin, là, surtout avec les Jeux de Tokyo, on regarde sur notre téléphone, est-ce que le Canada a gagné des médailles? Mais c'est un peu un côté pervers de voir la chose parce que, comme je le rappelais, Mandy Bugeaud a eu un enfant, a eu à se battre là, pour obtenir sa place alors qu'elle était considérée comme une des meilleures au monde, n'avait pas nécessairement pu participer au tournoi de qualification. Puis ça a été difficile pour les boxeurs ici canadiens parce que les difficultés à s'entraîner, mais aussi le manque de combat. J'avais lu une entrevue de la nageuse Megan Benfito qui expliquait ben, oui, on a été capable de s'entraîner dans une certaine mesure, mais c'est beaucoup le manque de compétition qui nous a fait Mmh. mal, parce que gérer l'aspect psychologique autour de ça, la pression de réussir ces plongeons, et ben là, le manque de combat peut-être fait mal aux représentants canadiens, mais reste que je pense qu'à la base, là, c'est un exploit assez phénoménal de se qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, on ne peut que lever notre chapeau à ces athlètes-là. Puis, peut-être qu'il y en a qui auront la chance de se reprendre à Paris en 2024 ou d'autres qui vont peut-être tentés de passer chez les professionnels. Surtout en boxe féminine, hein, on sent qu'il y a une certaine Ouais. ébullition. Kim Clavel qui va faire une finale, Marie-Ève Dicker qui a été championne du monde. Bref, il y a de la place maintenant là, pour les athlètes de boxe féminine qui veulent avoir une carrière professionnelle ici. Ils peuvent le faire. C'est pas, c'est pas un rêve qui est absolument hors de portée. Exactement, et on a parlé juste avant des difficultés d'entraînement pour les boxeurs professionnels. Bah, pour les boxeurs amateurs, c'était encore pire parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les équipes, qui sont autour des boxeurs professionnels. Et bon, ça a pas été, il n'y a pas eu de récolte de médailles pour le Canada cette année. Mais écoute, ça a été compliqué pour tout le monde et c'est pas tous les pays qui étaient sur un pied d'égalité. Il y a des pays qui avaient beaucoup moins de restrictions, où tu pouvais quand même, t'entraîner parfois pas forcément légalement, mais où ça se passait quand même, alors qu'ici c'était beaucoup plus, surveillé.
Regarde la France avait eu une super récolte à Rio. Ils avaient eu 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze et là, à Tokyo, ben, ça a été un 0 pointé. C'était pourtant la même équipe d'entraîneurs, c'est pas les mêmes boxeurs. Il y en avait quelques-uns qui étaient de retour, mais il y en a beaucoup qui sont passés professionnels. Ça reste qu'ils avaient quand même une bonne équipe et qu'ils n'ont pas eu les mêmes résultats qu'à Rio. Ça montre que les difficultés de préparation, c'est pas juste des excuses qu'on trouve à nos boxeurs, c'est vraiment ça a joué un gros rôle là-dedans. Et juste un petit mot sur les États-Unis. S'ils ont moins de médaillés qu'avant, c'est aussi parce que beaucoup de leurs meilleurs espoirs passent directement professionnels avant de passer par une carrière amateur parce que toutes sortes de raisons, mais notamment l'appât du gain. Ils savent qu'ils peuvent rapidement gagner des sommes importantes, donc sont moins intéressés par un parcours olympique et un parcours, une carrière amateur. Ouais, puis quand on a vu, au fil des années, tu sais, c'est un sport qui était particulièrement sous surveillance là, à Tokyo, parce qu'on avait vu Ouais, les scandales avec, les juges, les arbitres. Tu dis: «Est-ce que je vais sacrifier 4 ans de ma vie pour faire voler?» Parce qu'on tu sais, ouais, une médaille, c'est une histoire qui a souvent été racontée, mais quand Oscar de la Hoya s'est présenté, dans les rangs professionnels, tu sais, on parlait de lui le médaillé d'or, des Jeux de Barcelone. Tu sais, on l'a vu aussi, Lennox Lewis, à quel point ça a eu une importance capitale dans son parcours d'être médaillé d'or. Tu sais, c'est une carte de visite qui est mmh. extrêmement importante. Sauf d'un côté, si tu te dis, ben, de toute façon, j'ai beau être le meilleur, mais si je parviens pas à soutirer ça, ben, je vais juste passer chez les professionnels plus rapidement. Puis, naturellement, je vais être rémunéré pour le faire. Puis, on sait que les grands promoteurs comme Top Rank, notamment, sont toujours à l'affût de ces nouveaux talents-là et Mmh. vont pas hésiter à les mettre sous contrat, puis on va être capable de bien vivre là, de notre sport. Je Exact. mentionnais d'entrée de jeu, hein, il y a un 14 août là, tout à fait exceptionnel. Il va falloir être capable là, d'être à plusieurs endroits en même temps, ça va être impossible. Des confrontations là, extrêmement intéressantes. Ça va commencer samedi à 20h sur DAZN, Vergil Ortiz-Fils qui affronte Egidus Cavaliuskas. Pour Ortiz, ben, c'est une première défense de sa ceinture internationale des mi-moyens de la WBO. Il affronte un boxeur lituanien qu'on connaît bien parce qu'il a battu Michael Ouais. Zuzki à sa dernière sortie. Puis il revenait d'une défaite contre Terence Crawford. Des fois, c'est pas évident quand on s'incline contre un boxeur aussi talentueux. Est-ce qu'on va être capable de remettre Mmh. tout ça sur les rails? Ben, Cavaliuskas a été en mesure de le faire. Tant qu'Ortiz, ben, lui, c'était assez spectaculaire. Une victoire par knockout sur Maurice Hooker, qui est un boxeur qui a beaucoup de vécu, hein. Un grand boxeur là, pour la catégorie de poids où il évolue. Et je trouve que Mmh. généralement, Ortiz, bon, c'est pas encore un combat de championnat du monde, mais je trouve la progression est quand même assez intéressante au chapitre des Ouais. adversaires parce que bon, ça a commencé par le premier nom digne de mention, le Mauricio Herrera. Ensuite, il y a eu Orozco, Brad Solomon, Samuel Vargas, le Colombien établi en Ontario, Maurice Hooker et maintenant Cavaliuskas. Je trouve que c'est très intéressant. Puis on le prépare bien là, quand vraiment les défis plus intéressants, quand, notamment pour un combat de championnat du monde, vont arriver. Exact. C'est vraiment une progression, constante et il a eu au début des vétérans, ensuite des gars qui sont des un peu des gatekeepers, ensuite des anciens un ancien champion, un ancien aspirant. Donc c'est une belle progression et c'est des styles différents aussi. Donc il voit un petit peu de tout dans le ring et tu sais que j'aime beaucoup, Vergil Ortiz. C'est un des jeunes boxeurs qui est super intéressant à voir. Il est très agressif, il a un arsenal de coups complet. Je le trouve très mature pour son âge, parce qu'il est encore très jeune. C'est vraiment un boxeur qui est plaisant à voir et Cavaliuskas, c'est du solide en face. C'est un boxeur qui est costaud physiquement, qui est compact, mais qui offre parfois des performances un peu décevantes. J'avais pas aimé sa performance avant le combat contre Crawford, c'était contre Ray Robinson où il avait été assez ordinaire et il a gagné par KO contre Michael Zuzki, mais c'était un combat qui était très, très compétitif jusque-là. Hem, donc il est parfois impressionnant. Contre Crawford, il avait été meilleur que ce à quoi je m'attendais, mais contre Robinson, il avait été moins bon. Donc je ne sais pas trop à quel Cavaliuskas s'attendre, dans ce cas-là, mais c'est un boxeur qui a une technique sûre, une assez bonne défense, un très bon jab.
mais je pense que l'agressivité, le volume de Ortiz, la puissance d'Ortiz, va lui permettre d'avoir le dessus. Mais ça va être un très beau combat et un point qui est intéressant, c'est que Ortiz a déjà dit qu'il voulait se battre contre Terence Crawford. Je pense que c'est un petit peu tôt dans sa carrière encore pour lui, mais Cavalioskas, tu l'as dit, a affronté Crawford, donc on va pouvoir faire, un petit comparatif des 2 performances et je pense que c'est pour ça que Ortiz va appuyer sur l'accélérateur parce qu'il voudra finir Cavalioskas plus tôt que Crawford. Mais attention, le Lituanien, c'est un bon boxeur, c'est un boxeur qui est costaud et qui, si tu prends trop de risques, peut te surprendre. Donc il va falloir être impressionnant du côté d'Ortiz, mais pas être trop hype, si tu veux, et prendre des risques inconsidérés parce que c'est pas un boxeur contre qui tu peux te permettre de faire plusieurs erreurs, Cavaliers. Je sais qu'on a l'habitude là, on dit descendre chacune des cartes, mais là, il y en a tellement qu'on va s'en tenir vraiment aux combats Ouais. principaux pour s'assurer de tout couvrir. Donc, ce samedi-là, ben, ça se poursuit à compter de 22 heures sur TSN 2. John Riel Casimero qui affronte Guillermo Ricondo. Je pense que je te connais assez, Adrien, pour savoir que c'est un combat que tu attends avec impatience parce que d'un côté, Ouais, on a le Philippin qui possède une bonne force de frappe, qui a été champion exact. dans les catégories inférieures. Là, maintenant, il est champion chez les poids coqs. Et de l'autre, ben, je crois qu'on a l'un des meilleurs boxeurs de sa génération. Je sais que Mmh. Rigondo, plusieurs personnes trouvent qu'il est somnifère, mais d'un autre côté, c'est un boxeur qui possède tout, hein. Il est très scientifique, puis il cogne dur. Et sa seule Ouais. défaite en carrière, c'est contre Vasily Lomachenko, mais il ne faut pas oublier, hein, il avait fait un saut de 2 catégories de poids pour affronter le boxeur ukrainien. Bon, on se doute, hein, il était à la recherche de défis, Rigondo, puis j'imagine que la paix a été assez intéressante pour qu'il accepte de faire ce passage-là de 2 catégories. Là, il revient chez les coqs et c'est probablement le combat le samedi que j'attends avec le plus d'impatience. Ouais, c'est le Rigondeaux, c'est vraiment un technicien hors pair. Ce qui fait que les gens, ne l'aiment pas, c'est qu'il est 100 un contreur. C'est qu'il prend jamais l'initiative, il attend que tu l'attaques pour esquiver et contrer. Et parfois, s'il fait face à un boxeur qui est pas forcément, très entreprenant, et ben, ça fait un combat qui est plus une partie d'échecs. Mais là, par contre, contre Casimero, ça ne sera pas le cas parce que le Philippin est très, très agressif. Tu l'as dit, c'est un cogneur. Il a été champion dans 3 catégories, 108, 112 et 118 livres. Et là, on est dans la catégorie naturelle de Rigondeaux, qui est plus grand, qui a une plus grande portée que Casimero. Donc, il va pouvoir utiliser cet avantage physique qui correspond parfaitement à son style. Le style de Casimero lui convient très bien aussi parce que c'est un boxeur agressif et qui est pas le meilleur technicien, qui est un bon cogneur, mais qui est pas le meilleur technicien. Il fait parfois des erreurs techniques que Rigondeaux pourra exploiter. Par contre, il cogne dur, il est plus jeune et Rigondeaux, on ne sait plus trop, à 40 ans, ça commence à être très avancé pour ces petites catégories. Qu'est-ce qui lui reste à Rigondeaux? Je suis pas certain, mais au niveau de la technique, il est au-dessus. Mais Casimero, il nous a surpris contre Zolani Tété et d'ailleurs Zolani Tété a un profil qui ressemble un petit peu à celui de Rigondeaux. C'était un grand boxeur gaucher, plutôt un contreur et Casimero l'avait mis KO au 3e round en le surprenant, avec un crochet droit. Donc il est capable, Casimero, même si c'est pas le plus grand technicien, il est capable de trouver un moyen de t'atteindre avec les 2 pare-mains qu'il a au bout des bras. Donc faudra faire très attention pour Rigondeaux parce qu'un seul coup, ça suffit pour Casimero. Mais au niveau du style, je trouve que le combat favorise Rigondeaux. Un petit mot rapide sur l'un des frères de Gary, Russell Fist. Hein, ceux qui nous suivent depuis quelques années le Ouais. savent, on a souvent parlé de ses jeunes frères. Et là, ben, ça fait quelques années qu'ils sont en train de parfaire leur talent. Gary Antonio Russell, lui, se bat pour une première ceinture majeure. Hein, je mets ça entre guillemets, c'est celle intérimaire des Mmh. poids coqs de la WBA. C'est un boxeur qui a remporté les gants dorés au niveau amateur. Il affronte Emmanuel Rodriguez, un boxeur qui revient de 2 défaites contre Inoue. Bon, tout le monde perd contre Inoue. Et Raymond Galabo par décision partagée. Donc, pour Russell, l'occasion est belle là,
de s'emparer d'une ceinture de champion du monde. Mais bref, souvent, il n'a pas participé aux Jeux olympiques, Gary Russell, mais Mmh. aurait pu se tailler une place. Là, et c'est Ouais. bon, naturellement, il y avait un boxeur qui était meilleur que lui dans la catégorie, mais bref, a suivi le cycle un peu comme s'il avait participé aux Jeux de Rio et là est rendu dans les ligues majeures maintenant pour un combat d'importance. Oui, avec un style qui ressemble à celui de sa fratrie, c'est des mains très, très rapides, une bonne variété de coups. Par contre, il a assez peu d'expérience, il a eu que des faire-valoir jusqu'à son combat contre Juan Carlos Payano, un ancien champion du monde, qu'il a battu par une décision technique. Il y a eu une coupure à Payano. Ça a été un combat un peu brouillon, beaucoup d'accrochages, mais on a quand même pu voir les qualités de Russell. En face, Emmanuel Rodriguez, c'est un ancien champion du monde, un très, très bon boxeur, un excellent technicien, un boxeur qui est très fluide. C'est beau à voir. Il lance des combinaisons sans forcer. C'est très naturel comme boxe. Mais tu l'as dit, il reste sur 2 défaites. La deuxième contre Gabalio était un peu une décision un peu controversée. Euh, mais celle contre Inoue, ça c'était une défaite terrible, là, comme tous les adversaires d'Inoue. Donc, il ne faut pas compter Rodriguez comme battu. C'est un très très bon boxeur. Par contre, il a un défaut que Jason Moloney avait mis en lumière, c'est qu'il fatigue en fin de combat. Il est vulnérable au coup au corps. Et les Russell, n'importe lequel des frères Russell, ils travaillent très bien au corps. Ils sont très conscients de cet aspect-là du combat qui se perd un petit peu dans la boxe moderne. Mais eux, ils en sont très conscients et je pense qu'il va exploiter ce point faible de Rodriguez. Et dernier combat surveillé ce 14 août, Joshua Franco qui affronte Andrew Maloney samedi 22h sur RDS2 et TSN5. Adrien, on peut dire à la blague que Franco et Maloney se sont vus en présentiel plus souvent que nous deux depuis le début de Ouais. la pandémie. Ils se sont affrontés en juin 2020. Franco l'avait emporté par décision unanime, des pointages très très serrés, là. 115-112 et deux fois 114-113. Ils se sont retrouvés pour une revanche. C'était tout naturel de le faire en novembre 2020, mais malheureusement non lieu à la suite d'un coup de tête accidentel au deuxième round. Donc là, on se retrouve pour un combat qui forcément s'annonce extrêmement intéressant aussi. Ouais, alors le premier combat avait été excellent et ça s'était joué sur une chute au tapis. Franco avait envoyé Moloney au tapis au 11e round et tu as donné les scores. Il y a 2 scores qui sont de 114-113, c'est-à-dire que c'est cette chute au tapis qui a permis à Franco de remporter le titre. Dans le combat revanche, ça a été jugé que c'était un coup de tête, mais ça avait été toute une controverse parce que c'était c'était un jab qui avait fermé l'œil de Franco, même plusieurs jabs de Moloney qui avait fait une performance impeccable sur les 2 premiers rounds et ce jab avait complètement fermé l'œil de Franco. Ça a été à l'arbitrage vidéo, c'était Robert Byrd qui était l'arbitre vidéo et qui a jugé que c'était un coup de tête. On n'a jamais vu les images d'un coup de tête. On a vu les images d'un jab qui rentre dans l'œil et l'œil qui commence à gonfler. On n'a jamais vu d'image d'un coup de tête. Donc ça, c'était à mon avis, c'est Moloney qui aurait dû repartir avec la ceinture dans ce deuxième combat. Donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, le premier combat avait été excellent. Le deuxième était très bien parti. Je pense que le troisième, on va avoir droit à un beau spectacle. Encore une fois, Moloney, c'est un très bon boxeur. Par contre, il a un petit défaut, un petit peu comme on a parlé de Rodriguez avant, c'est qu'il se déplace beaucoup, donc il dépense beaucoup d'énergie et ça fait qu'en fin de combat, il est un petit peu plus vulnérable. Et d'ailleurs, son frère, Andrew, Jason Moloney, se bat sur la même carte contre Joshua Greer. Oui, les deux frères avaient été mis sous contrat là, par Top Rank. Hein. On visait Ouais. une percée dans le marché australien. Et j'imagine qu'on va être bien heureux si Maloney l'emporte sur Franco en finale parce que ça va permettre là, un peu de profiter là, peut-être de la manne en Australie. On sait qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de gens pour assister au combat de Manny Pacquiao qu'il avait fait à Brisbane, Oui, si ma mémoire est bonne. Donc, on sent qu'il y a possibilité là, de développer encore plus ce marché-là. exact. Excuse-moi. Et finalement, le 21 août, samedi soir, à compter de 21h, un événement qui va être tout naturellement présenté à la télévision à la carte, Manny Pacquiao qui affronte Errol Spence fils. C'est un combat pour les titres WBC et IBF des mi-moyens de Spence, qui lui a prouvé qu'il était remis du terrible accident de voiture qu'il avait subi, à affronter Danny Garcia,
qui est pas le dernier venu à son dernier combat, tandis que Manny Pacquiao, ben, j'ai envie de te dire, ben, c'est Manny Pacquiao. Tu peux pas parier contre lui, tu peux pas l'exclure. D'un autre côté, je l'évoquais au début du balado, ça fait 2 ans qu'il ne s'est pas battu. Il y a des questions qui demeurent parce que Errol Spence, c'est un boxeur qui techniquement est tout à fait formidable. Donc, on connaît Pacquiao, c'est un boxeur qui recule pas, qui applique beaucoup de pression, qui est tenace, qui a montré qu'il était capable de se relever après des terribles défaites. On se souvient, hein, contre Marquez, là, ce knockout-là, a été en mesure de revenir, de redevenir champion du monde. C'est pas possible dans ma tête de l'exclure complètement, ce boxeur-là, tellement tout ce qu'il a accompli là, depuis le début de sa carrière. Oui, et c'est toujours un événement quand il se bat, d'autant plus s'il se bat contre un top 5 livre pour livre. Là, c'est un combat à ne pas manquer. Et Pacquiao a une petite baisse de régime en fin trentaine, où il était un peu moins efficace, un peu des performances un peu en dents de scie. Par contre, ses 2 dernières performances, que ce soit Adrien Broner ou Keith Thurman, il a été vraiment impressionnant, surtout contre Thurman, mais tu l'as dit, c'était à l'été 2019. Il est rendu à 42 ans. C'est Ça commence à faire beaucoup et moi, c'est ce point-là qui m'inquiète le plus. Parce que si c'était dans la foulée du combat contre Thurman, là, je t'aurais dit: «OK, il vient d'offrir une performance incroyable, contre un jeune boxeur, il va être capable». Là, je le sais un peu moins, d'autant plus qu'il est toujours, il a toujours ses fonctions politiques qui lui prennent un petit peu de l'énergie, du focus. Il a dû se il a dû, y consacrer de l'énergie avec toute cette pandémie. Donc, je suis un petit peu sceptique sur ce point-là. Par contre, ça reste un boxeur exceptionnel, on connaît ses qualités et même s'il est plus petit, a moins d'allonge que Spence qui a toutes les qualités pour utiliser cet avantage physique, il a toujours été capable, Manny Pacquiao, de faire fi de ce désavantage de taille et de portée parce qu'il a un excellent jeu de pied qui lui permet de se donner des angles, d'être, in and out très rapidement, de faire ses blitz, ses attaques éclairs où il lance 3-4 coups et oui, il s'enfuit après. Bah, il s'enfuit, il se retire après. Euh, c'est ce jeu de pied qui fait la différence et qui lui permet de compenser l'écart dans les gabarits. Mais après, Errol Spence, tu l'as dit, c'est un excellent technicien qui est tout à fait capable de garder un boxeur à distance. On a vu quand il était contre un boxeur de plus petit gabarit, contre Mickey Garcia, comment il l'avait contrôlé, comment il avait bien géré sa distance avec lui et l'empêcher de rentrer dans la pocket entre guillemets pour laisser partir ses coups. Donc j'ai l'impression qu'il sera capable de faire ça contre Pacquiao, mais attention, ça va pas être un combat à sens unique loin de là parce que Pacquiao va avoir ses explosions en lançant des combinaisons qui va rendre le combat intéressant, mais je pense que c'est un petit peu tard pour Pacquiao. On est rendu en fin de carrière. Je sais pas si ça va être son dernier combat, je sais pas s'il va en faire d'autres après. Ça va dépendre notamment de la performance qu'il va avoir contre Spence. Mais ça reste un boxeur que tu veux voir, même s'il a 45 ans, tu veux le voir boxer parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Et Spence, tu l'as dit, il a montré qu'il était de retour. On a eu peur pour lui, hein, on a eu peur pour sa carrière après ce terrible accident de voiture. Mais là, il a offert une performance impeccable contre Danny Garcia. C'est peut-être pas le Danny Garcia des beaux jours, il a plus le feu dans les yeux comme il avait avant Garcia, mais Spence l'a contrôlé. C'était une belle démonstration technique, en plus de montrer que physiquement, il n'avait pas gardé de séquelles de cet accident. Quand tu as 2 boxeurs de grande qualité comme ça, souvent c'est le plus jeune qui va pouvoir faire parler ses qualités parce qu'il est plus frais, il est moins usé. Je pense que ça va être le cas dans ce combat, mais j'ai quand même très hâte de revoir Manny Pacquiao parce que c'est un boxeur qui m'a fait rêver depuis qu'il est arrivé en Amérique du Nord, qu'il a pris le monde de la boxe dans cet ouragan philippin qui avait fait des performances exceptionnelles, des combats de légende contre les Mexicains, que ce soit Marquez, que ce soit Morales, que ce soit Barrera.
Ça avait été, écoute, ça fait partie de mes bons souvenirs d'amateur de boxe. Donc de voir qu'il était encore là et qu'il était encore au plus haut niveau, c'est quelque chose qui me fait très plaisir et j'ai hâte de voir ce combat-là parce que je suis sûr que si c'est son dernier combat, Manny Pacquiao, il va faire un dernier barou d'honneur et il va partir, la tête haute. Absolument, comme tu as mentionné, hein, c'est un boxeur qui a tellement fait vivre, de grands moments au fil, des années, là, puis qui soit encore là, dans un combat aussi compétitif. Bon, on parlait beaucoup de Errol Spence contre Terence Crawford. Malheureusement, on va devoir Ouais. attendre. Il semble pas tant que Crawford va être lié à Top Rank que ça va se faire, mais est-ce que, à défaut de ce combat-là, c'est pas nécessairement un mauvais à côté. Là. C'est un combat qui est Ah extrêmement oui. intéressant. Puis ça s'ajouterait, là, ce serait vraiment un bon point d'honneur là, sur le CV de Spence. Plusieurs bonnes victoires. Là. On regarde la qualité des boxeurs qu'il a battus. Ouais. Là. C'est tout simplement incroyable. Hein. On nous prédisait il y a quelques années, hein, ça va être le meilleur boxeur livre pour livre de la planète. Bon, présentement, on ne semble pas voir qui peut déloger Canelo en termes de popularité et de qualité, entre De guillemets, parce qu'il qualité, est le numéro. Mais peut-être que Spence va s'en approcher d'ici 1 an ou 2 s'il parvient à battre Pacquiao et ensuite affronter Crawford. Là, ça pourrait atteindre un peu ce statut-là qu'on lui prédisait. Mais exact. donc, Adrien, ben, c'est ce que le temps passe tellement vite. C'est ce qui fait le tour de l'actualité. Ben, on a C'est couvert vrai. pas mal ce qui s'était passé pendant notre absence, mais comme à l'habitude, ben, on vous invite à visiter les plateformes RDS, que ce soit notre page Facebook, iHeartRadio, pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé. Donc, au nom de Luc Dansois, la production, Félix Payet à la mise en onde et Adrien Meur, ici Francis Parquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao.